Hey, cher auditeur ou spectateur, bienvenue à toi sur ma chaîne Vénérable Apprenti. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire en un seul clic. Après, si tu as encore de l'effort, tu fais un autre clic pour liker et encore quelques clics pour faire des partages. Je te remercie de ton implication. Ce que je propose comme émission aujourd'hui, c'est la lecture de passages essentiels d'un livre russe que j'ai fait traduire par Google Traduction. Je ne suis pas bilingue ni trilingue malheureusement, ça c'est des axes d'amélioration pour la suite. Et le nom de cet ouvrage, c'est Le Graal et la Croix gammée, religion nazie. Il y a beaucoup d'informations que je n'ai pas retrouvées dans d'autres ouvrages français parce qu'il faut savoir que celui-ci n'est pas traduit dans notre langue française. Donc on passe des fois à côté de certaines informations et malheureusement, il y a des choses qui passent inaperçues. Je vous propose une première découverte, une émission sur la moitié de cet ouvrage, et si vous êtes intéressé et que vous relayez beaucoup, que vous participez notamment par des commentaires, des likes, etc., à ce moment-là, je me proposerai de vous faire la deuxième partie. Commençons par le chapitre 1er, la religion d'Hitler, le monde antique. Que pouvez-vous apprendre sur le monde antique dans les livres d'Helena Blavatsky ? Selon elle, l'histoire de l'humanité a commencé il y a 300 millions d'années, lorsque sur la Terre sacrée et indestructible, la matrice astrale, tissée à partir de l'énergie la plus pure, a commencé à se transformer en une créature bisexuelle grossière. La transition difficile de l'état énergétique à l'état matérialiste a pris toute une époque géologique et a finalement donné naissance, 5 millions d'années avant Jésus-Christ, à de puissantes créatures que l'on appelle aujourd'hui les Atlantes. Les Atlantes habitaient le continent de l'océan Atlantique, plus ancien que l'Europe, et étaient de véritables géants. Leur hauteur était de 6 à 8 mètres. Ils possédaient des connaissances étonnantes héritées des races précédentes. Le savoir était soigneusement préservé par la classe sacerdotale atlante qui vivait dans les temples pyramidaux construits à travers la planète. Il y a 850 000 ans, une catastrophe mondiale se produisit. Le continent Atlante, alors divisé en deux parties, Ruta et Dacia, s'enfonça dans les profondeurs de l'océan, à peu près au même moment où la montée du Nord et de l'Amérique du Sud s'est produite. Cependant, les prêtres, qui grâce à des rituels spéciaux pouvaient regarder vers l'avenir, sauvèrent une partie importante de la population et les Atlantes quittèrent le continent en train de couler pour s'installer dans le monde entier. Peu à peu, leur race déclina, laissant la place à des Ariens jeunes et actifs. De nouveaux peuples sont apparus il y a 200 000 ans, et étaient plus petits et plus énergiques, et ont donc peuplé avec succès des territoires libres. Leur première civilisation est née en Asie, et les meilleurs représentants des Ariens étaient les étudiants des Atlantes exceptionnels. Au fil du temps, ils ont reçu des connaissances secrètes des Atlantes, notamment des techniques de contrôle de l'énergie astrale, qui donnent à un être humain faible la possibilité, sans aucun équipement, de construire et de détruire des villes, de voler dans les airs et de marcher sur l'eau. De plus, les Ariens ont hérité des sciences les plus précieuses, l'alchimie, l'astrologie, la minéralogie, la géologie et la physique. À l'aide de cérémonies spéciales appelées mystères, la connaissance des Atlantes a été transmise de génération en génération, faisant de jeunes sélectionnés de puissants magiciens capables de transformer l'univers avec un seul effort de volonté. Petite parenthèse, il y a certains mots ou passages des fois que vous verrez mal traduits, on essaiera de les corriger en direct. Et de cet ouvrage, je vais essayer de récupérer l'intégralité, corriger toutes les coquilles et le basculer en français pour le mettre dans ma bibliothèque. Alors une fois que je vais avoir fait la correction, si vous voulez le PDF gratuitement, vous me demanderez par mail. Continuons. Professeur secret. Tout ce que vous lisez ci-dessus ressemble au délire d'un écrivain de science-fiction surjoué. Les informations présentées diffèrent tellement des idées modernes sur l'évolution de la biosphère et des théories sur l'origine de l'humanité. Et pourtant, le mythe des civilisations anciennes qui régnaient autrefois sur le monde en utilisant la magie et des capacités surnaturelles est plus résistant que jamais. Après tout, il est bien plus agréable de se considérer comme le descendant d'un peuple divin ayant hérité de la sagesse de millénaires que comme un jeune animal élevé par un sale singe. Il est clair que jusqu'au début du XIXe siècle, un tel mythe n'était pas nécessaire. Les religions monothéistes mettaient l'accent sur l'origine divine de l'homme, créé à l'image
et à la ressemblance de Dieu, et du Fils d'ailleurs, puisqu'il était dit « faisant l'homme à notre image ». Cependant, au XIXe siècle, le positivisme, développé dans les sciences naturelles, a commencé à revendiquer la place de la vision du monde dominante dans les pays d'Europe et d'Amérique. Parenthèse, puisque le positivisme est prôné par Richard Koudenov-Kalergi, celui qui parle après de dynastie de sang et de dynastie d'esprit, mais je peux pas en dire plus, parce que sur YouTube, je me suis fait sauter ma vidéo, donc l'émission sur Kalergi et ce qui est inscrit dans son livre depuis 1920-25, c'est sur Odyssée, voilà, parenthèse fermée. Mais ça rejoint le positivisme, la théosophie et tout ce qu'il en est. Continuons. Les réalisations des scientifiques qui ont mis l'énergie de la vapeur au service des gens étaient évidentes et, dans ce contexte, l'Église ne pouvait rien offrir de nouveau aux jeunes esprits curieux et a involontairement agi comme un frein à l'accélération du progrès. Les interdictions de l'éducation moderne et les procès publics de la théorie de Darwin n'ont fait qu'enflammer les jeunes contre l'Église qui se sont tournés en masse vers le positivisme et surtout vers le matérialisme. On arrive à une dualité corps-esprit qui carrément s'efface qu'en matérialité, on explique tout par des Sigmund Freud, par de la psychologie, de la propaganda à la Édouard Bernays, à bien d'autres spécialistes encore qui veulent tout matérialiser. C'est au XIXe siècle que commencent à émerger des théories conçues pour relier les unes aux autres les théories. La perception idéaliste avec les sciences naturelles, les découvertes des physiciens avec la perspicacité mystique. Et la première chose qui s'est imposée était l'hypothèse de l'existence dans les temps anciens d'une civilisation qui a créé une science basée non pas sur le matérialisme, mais sur une connaissance plus profonde de l'univers. Cette hypothèse recoupait avec succès la recherche du début de tous les commencements, qui à cette époque étaient emportés non seulement par les théologiens et les philosophes, mais aussi par les scientifiques faisant autorité. Parenthèse, on remarquera que dans ces mouvements-là d'idées, de réalisation, on retrouve un certain mysticisme avec notamment le martinisme, vous voyez, de Pasquali, dedans qui est ni plus ni moins qu'une doctrine gnostique. On va également avoir la franc-maçonnerie qui continue ces idées d'illumination de l'homme par l'homme et d'une initiation à avoir, donc pourquoi pas de lui laisser des mythes comme ça dans la société pour qu'il s'en inspire, comme pour le druidisme, comme pour bien des phénomènes passés que l'on a retrouvés dans Société secrète, un livre que je vous ai rapidement présenté, et dedans on voit qu'il y a en fait l'inscription d'anciens rites, d'anciens mythes auprès de Dieu ou de bien d'autres divinités encore, pour les mettre dans la pierre et pour créer des ordres initiatiques. Parenthèse fermée. Divers auteurs ont écrit des ouvrages en plusieurs volumes décrivant les fondements de la proto-religion, à partir de laquelle toutes les religions sont nées, les fondements de la proto-science, à partir de laquelle sont issues toutes les sciences, la proto-langue et la proto-culture, à partir desquelles toutes les langues et les cultures sont nées au fil des millénaires. Aujourd'hui, selon les recherches, on nous dit que tout a commencé en Mésopotamie, l'écriture cunéiforme, on a eu encore d'autres révolutions, et de là découlent pas mal de langues, on pense notamment aux araméens, on voit également après un peu plus haut, mais qui remontent des mêmes filières, les Grecs, et bien d'autres héritages qui sont transmis, et d'ailleurs, même les religions, on va dire monothéistes, émanent de l'Orient. C'est depuis l'Orient qu'on a le judaïsme, que l'on a le christianisme, et qu'on a après le faux et usage de faux de l'islam. On retrouvera également autre chose d'intéressant, c'est que la franc-maçonnerie, après avoir eu sa grande loge nationale de France et, on va dire, les rites anciens et accepté des hanovres, si je puis dire ça comme ça, ou de l'Écosse même, eh bien, ils ont basculé sous l'autorité en France du Grand Orient. Orient, l'orientation à prendre. Donc, au niveau de l'Occident, des intérêts qui ne sont pas issus de notre propre savoir, mais qui sont à destination, et on va dire, ayant également pour origine l'Orient. C'est important de le préciser. Et tout ça conduit après à bien des cultures et à la destruction de ce qu'on peut être aussi. Et à l'usurpation de certains qui profitent des failles que l'on a. Et entre autres, les archéologues, les anthropologues qui veulent marquer le début du langage et de l'écriture s'en remettent, pour l'écriture uniquement au matériel,
donc ce qui a été gravé dans les stèles, l'ère paléolithique si je puis dire, les peaux de bêtes qui ont été marquées, peut-être qu'il y a encore des savoirs qui ne sont pas découverts. Il se peut que la première écriture n'était même pas en Mésopotamie mais ailleurs et se faisait sur du bois. Et en l'occurrence, le bois se conserve beaucoup moins bien que la pierre ou les peaux de bêtes. Donc il se peut d'ailleurs, comme pour bien des civilisations, que c'est préexisté à ce que le monde moderne, à ce que la science affirme aujourd'hui comme vérifiable. C'est comme à d'autres époques, on nous disait que non, c'était tout qui tournait autour de la Terre. Aujourd'hui, c'est un système solaire. Nous tournons autour du Soleil. Donc, peut-être que dans quelques décennies ou quelques siècles, on apprendra que le début n'était pas en Mésopotamie. Et pourtant, moi, en religieux, je pense que tout a débuté au niveau du jardin d'Éden, donc dans ce même endroit. D'accord ? Après, il y a la question de certains, est-ce que l'Ancien Testament était falsifié pour laisser entendre qu'il y aurait une petite population d'élus et qui serait à l'origine de tout. On a les... comment je pourrais dire ça, scientifiques modernes qui eux nous disent que tout a commencé avec l'homme cousin du singe et pas descendant du singe, encore différent, et que par des évolutions on est passé de l'Australopithecus qui était principalement en Afrique. Et après, c'est parti vers la Mésopotamie, et de la Mésopotamie, finalement, c'est remonté vers l'Asie et en direction de l'Europe, et donc on aurait eu un mouvement migratoire qui aurait fait Est-Ouest, et après du basculement de l'Ouest vers l'Est. Vous voyez ? Ça, c'est à peu près ce qui est expliqué aujourd'hui. À voir ce qu'il en sera par la suite. Mais ne vous fiez pas comme ça à uniquement ce qui est affirmé haut et fort, puisqu'on voit bien, l'histoire peut se tromper. Et qu'en l'occurrence, pareil, quand on nous laisse entendre l'évolution de l'homme par rapport à de la craniométrie, on n'est pas à l'abri qu'il y avait des malformations. Nous ne sommes pas non plus à couvert que peut-être il y a eu des gens abjects qui faisaient ça avec... comment je pourrais dire ça, c'est pas des humains, vous voyez, proches des animaux peut-être. Parce que s'ils disent que l'homme était cousin du singe, il y a la question qui se pose, est-ce que l'homme pouvait se reproduire avec le singe, mais donner un enfant qui ne pourra pas se reproduire ? Si je dis ça, c'est parce qu'on peut avoir la reproduction, je crois que c'est de l'âne avec la jument, et ça donne une mule, il me semble, ou je sais plus, il y a un autre nom, parce que ça dépend du mélange, soit le cheval avec l'ânesse, ou soit l'âne avec la mule. Avec la jument, excusez-moi. Et ils obtiennent un résultat, mais celui-ci, pour l'un, va être hyper puissant, mais ne pourra pas se reproduire. Donc on peut imaginer, si dans leur théorie à la Darwin, l'évolution des espèces et de la nature et compagnie, que l'homme est cousin du singe, alors les crânes qu'ils ont retrouvés, on n'est pas à l'abri que ce soit des crânes, on va dire, de chimères, d'hybrides, si je puis dire. C'est une hypothèse. Je dis pas que j'ai raison sur ça. Mais au vu du peu de nombre de crânes, on ne peut pas en déduire tout un ordre civilisationnel et expliquer qu'à l'époque c'était comme ça, que à Satalouyouk c'était que une société matriarcale. Non. On n'est pas assez complet dans l'information déjà pour expliquer ne serait-ce que ce qui s'est passé le siècle dernier ou il y a 2 siècles, on a du mal. Il y en a plein qui sont en désaccord. Il y a des livres qui sont censurés, il y a des gens qui sont mis au banc de la société ou qui sont traités de fous. Et en même temps, on voit des mythes émerger, plein de choses. Donc, ma parenthèse, enfin c'est même plus qu'une parenthèse là, est fermée, mais c'était pour expliquer que on ne peut s'en remettre comme ça à la langue qu'on nous laisse entendre aujourd'hui, qui serait araméenne, et puis après avec toutes ces subdivisions. Est-ce que c'est vraiment le début ? Je ne sais pas. À voir. Ça reste à étudier. Continuons. Donc selon les chercheurs du fameux commencement, on tente de trouver une source. Et les théories de la biogenèse et de l'anthropogenèse en étaient à leur balbutiement et ont ensuite été révisées à plusieurs reprises. Au XXIe siècle, elles sont donc perçues comme une paléophantia, alors c'est mal traduit, c'est une paléofantasy je crois, ou un truc comme ça, ou paléofiction, donc une fiction générée par un manque d'information. Le livre du gourou ésotérique Helena Blavatsky, dont j'ai tiré la reconstruction du monde sous le règne de l'Atlantide, était également paléo-fantastique du début à la fin. C'est la petite fille donc du prince Pavel Vassilevitch Dolgoruki. Bien qu'Helena Blavatsky n'ait pas eu de formation universitaire, elle était assez intelligente et instruite. Par exemple, elle connaissait bien les textes sacrés de l'Orient,
Contrairement aux adeptes des religions monothéistes, les hindous et les bouddhistes adorent un panthéon de divinités dont chacune joue un rôle particulier dans le plan mondial. L'élément central de leur pratique religieuse est le concept d'adoption, peut-être en sanskrit adepte, ou le concept d'adepte, qui se dit Mahatma, qui trouve son origine dans la sous-culture primitive du chamanisme. Dans le cadre de ce concept, on pense que toute personne peut acquérir un grand pouvoir surnaturel grâce à l'entraînement et au dévouement à un objectif fixé. Suite aux exigences de la société essayant de trouver sa place dans le monde des occultistes, qui se sont multipliés en grand nombre au milieu du XIXe siècle, on se rappelle, petite parenthèse, du spiritisme aux États-Unis avec les sœurs Fox, et l'une des sœurs qui plus tard dira que c'était un mensonge avant de revenir sur sa parole. Blavatsky, elle, a décidé d'une action plus risquée. Plutôt risquée même. Elle a fondé la Société théosophique. La Société théosophique a été fondée en 1875 à New York dans le but de former le noyau d'une fraternité universelle sans distinction de race, de couleur, de sexe, de caste ou de croyance, pour explorer les lois inexplorées jusqu'à présent de la nature et les capacités cachées de l'homme sur la base d'une synthèse des réalisations spirituelles de l'Orient et de l'Occident. Le mot théosophie lui-même signifie connaissance de Dieu. Donc la théosophie pourrait finalement être un gnosticisme. Elle était autrefois utilisée par les Hellènes, qui la considéraient comme la science permettant de connaître la volonté des dieux et le destin. Dans l'interprétation de Blavatsky, ce n'était qu'un nouveau nom pour l'ésotérisme, à la différence de l'exotérisme. Accessible à l'extérieur même pour un profane, l'ésotérisme doit être éprouvé, ressenti, avancé palier par palier. Il y a plusieurs dimensions qui se juxtaposent, si je puis dire. Les théosophes eux-mêmes définissent leur enseignement dans les mots suivants. Je cite : « Il existe deux types de connaissances, inférieures et supérieures. Tout ce qui peut être enseigné d'une personne à une autre, toute science, tout art, toute littérature, même les saintes écritures, même les Védas, eux-mêmes, tout cela était classé parmi les formes de connaissances inférieures, donc de l'exotérique. La connaissance la plus élevée est la connaissance de celui, sachant qui vous savez tout. Donc, et de celui, sachant de qui vous savez tout, le connaître est la théosophie. C'est la connaissance de Dieu qui est la vie éternelle. » Fin de citation. La source directe de l'idée de l'existence d'une connaissance supérieure particulière était en fait issue des livres du baron romancier anglais Edward Bulwer-Lytton, dont le travail était bien connu d'Helena Blavatsky. Parmi ses œuvres, Bulwer-Lytton lui-même appréciait particulièrement les romans Zanoni, Strange History et The Coming Race en 1872, imprégnés de l'esprit de l'occulte. Parenthèse, c'est ce qui renvoie, et celui qui m'inspire le plus, Aldous Huxley. Il a fait d'ailleurs un livre sur son exploration du monde, et particulièrement en Orient, de ce qu'il y a découvert. Je pourrais vous lire ça plus tard. Et surtout, il disait, le livre n'est jamais issu d'un seul homme. L'écrivain, dans sa plume, vous ne retrouvez pas grand-chose de lui. Il assemble, il change la structure, et pourquoi pas, il ajoute quelques éléments. C'est ça un écrivain, que ce soit d'ordre de science-fiction, d'occulte, de phénomènes de société, d'analyse, d'anthropologie, tout ce que vous voulez. C'est prendre les recherches de l'un qui lui-même s'appuie sur les travaux de bon nombre et petit à petit mettre en corrélation. Et augmenter. Et là on obtient un nouveau résultat et de celui-ci on peut le mélanger avec d'autres et compagnie. C'est exactement ce que je vous disais qu'on retrouvait dans le livre aussi de Mein Kampf d'Adolf Hitler. Quasiment rien n'est de sa plume. Et je m'étonne même pas quand on nous dit, et on va le lire après, qu'il avait plus de 2000 livres dans sa bibliothèque, la plupart dédicacés par les grands écrivains, les penseurs, les chercheurs, bref, on va pas tous les citer. Je m'étonne même pas, finalement, de retrouver dedans du Bernays, de retrouver du Gustave Le Bon, d'y voir également du Lippmann, d'y apercevoir du principe de population de Malthus, bref, et je peux comme ça citer bien des choses, dont aussi une inspiration de Blavatsky et de d'autres groupes. Continuons. Il connaissait bien les travaux des alchimistes, on retrouve à nouveau les alchimistes dedans, hein, je dis, c'est pas mettre de côté pour rien, et des néoplatoniciens, et était familier avec le travail des sociétés et cercles spiritualistes contemporains. Ces histoires fantastiques combinent des connaissances scientifiques avec une magie ancienne et une imagination débordante avec le talent d'un écrivain de fiction.
Faut rappeler juste ce qui est très important et qu'on a dans le livre de Jean-Pierre Bayard, La spiritualité de la franc-maçonnerie, de l'ordre initiatique traditionnel aux obédiences. Ils utilisent beaucoup de mythes, d'histoires qui peuvent paraître de science-fiction. C'est pas pour que tu les prennes au premier degré. C'est que dans l'histoire, il y a une histoire. Et comme entrer dans le terrier, Alice au pays des merveilles, le monde des géants dans le monde de l'infiniment petit. C'est que de la symbolique. C'est à nouveau des dualités comme le noir, le blanc, le damier qui se transforme en échiquier, etc. C'est à quel jeu vous voulez jouer avec eux. Et pour ça, il ne faut pas seulement arriver en profane. Enfin, passons. Ces composants créent l'image d'un personnage qui possède un grand secret. Selon Bulwer-Lytton, la magie et la science sont des moyens d'acquérir le pouvoir sur le monde, mais la science est prouvable et la magie ne l'est pas. Bien qu'il soit un sceptique prudent qui ne croyait pas à la réalité de la plupart des phénomènes surnaturels, Bulwer-Lytton était néanmoins d'accord avec l'idée que tôt ou tard, la science confirmerait les prétentions des occultistes à contrôler la perception extrasensorielle et la clairvoyance. Helena Blavatsky s'est inspirée de tels fantasmes et d'autres similaires lors de la création de son ouvrage fondamental La doctrine secrète, synthèse de la science, de la religion et de la philosophie, publié en 1888. Il me semble que le livre, il fait pas loin de 1000 pages, il me semble. Il est peu probable que cet énorme ouvrage, écrit dans un anglais médiocre, aurait attiré l'attention du public lecteur, du lecteur, et aurait pu être conservé dans le patrimoine culturel si Blavatsky n'avait pas réussi à rassembler dans un système unique, quoique très confus, les dernières hypothèses de cette époque sur la nature et l'évolution de l'univers. Aujourd'hui, il est évident que les opinions d'Helena Blavatsky, que l'on connaît aussi sous le nom d'Helena Petrovna Blavatsky, étaient fausses. Mais certaines théories populaires, de la fin du XIXe siècle, n'ont pas encore été réfutées et suscitent donc un vif intérêt parmi le public. Par exemple, Blavatsky a été l'une des premières auteurs à déclarer l'origine extraterrestre de la civilisation humaine, ce à quoi un grand nombre de personnes continuent de croire. Elle a également attiré l'attention des Européens sur les anciennes épopées indiennes, dans lesquelles, avec une certaine lecture, on peut affirmer effectivement trouver des références à de grands maîtres qui possédaient des capacités surnaturelles et apportaient la culture au peuple sauvage. La doctrine secrète est un commentaire du texte sacré, Stanza Dziyan, ou Dziyan, je ne sais pas comment on le prononce, que l'auteur aurait vu dans un monastère souterrain de l'Himalaya. À partir de ce texte obscur est donnée une description de l'activité divine, telle que l'imaginait Helena Petrovna Blavatsky, depuis la création du monde jusqu'à sa fin inéluctable. Il convient de noter la méthode scientifique de Blavatsky, à propos de laquelle elle écrit avec la douce spontanéité d'un publiciste novice, je cite, alors attendez, hop là, excusez-moi. Parce que là, c'est pas elle qui va écrire ce qui suit normalement. Attendez, que je me remémore juste parce que je sais qu'il y avait un passage où c'était pas forcément elle. Il convient de noter la méthode scientifique de Blavatsky à propos de laquelle elle écrit avec la douce spontanéité d'un publiciste novice. Ah si, ça c'est peut-être de sa plume, excusez-moi de ce bug. L'une des plus grandes objections, et peut-être la plus sérieuse à la fiabilité de cet ouvrage et à sa crédibilité, concernera les strophes préliminaires. Comment vérifier les déclarations qu'ils contiennent ? Il est vrai que la plupart des ouvrages sanscrits, chinois et mongols mentionnés dans le présent ouvrage, dans les présents volumes, sont connus de certains orientalistes. Néanmoins, l'ouvrage principal dont sont tirées les strophes n'est pas disponible dans les bibliothèques européennes. Le livre de Dziyan, ou Dzan, est totalement inconnu de nos philologues, ou en tout cas, ils n'en ont jamais entendu parler sous ce nom. Ceci constitue bien entendu un grand inconvénient pour ceux qui suivent dans leur recherche les méthodes prescrites par la science officielle, mais pour les étudiants en occultisme et pour tous les véritables occultistes, cela n'a que peu d'importance. Donc elle nous explique qu'elle est inspirée d'un livre que l'on ne peut pas consulter, qui est inconnu, et que ça n'a pas forcément d'importance. Il s'avère qu'Helena Petrovna Blavatsky vous demande de lui faire confiance, ainsi qu'à son interprétation des textes sacrés, sans entrer dans les détails et sans exiger de preuves claires de l'existence de ces textes pour vérification et pour un décodage alternatif. Comme nous le verrons plus tard, presque tous les occultistes du XXe siècle, y compris les auteurs de la religion hitlérienne, ont eu recours à cette méthode ou à une méthode scientifique similaire.
Elena Blavatsky a illustré les étapes du cycle cosmique avec une variété de symboles ésotériques. Triangle, triskelion et croix gammée. Ce dernier symbole était si populaire au XIXe siècle que Blavatsky l'inclut dans le dessin du sceau officiel de la Société théosophique. Il est intéressant de noter que les extrémités de la croix gammée d'Elena Blavatsky sont pliées dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Et la même forme de l'ancien symbole est bien connue dans les documents du Troisième Reich. C'est cette croix gammée, qui a donc une orientation dans le mouvement d'une horloge, c'est-à-dire vers la droite, que les nazis ont choisi comme symbole principal. Cependant, si les nazis considéraient la croix gammée comme un signe de renouveau dynamique, Blavatsky, elle, la comprenait comme un symbole de la chute de l'homme dans la matière. Dans le deuxième volume, intitulé Anthropogenèse, Elena Petrovna Blavatsky a tenté de lier l'histoire de l'humanité à l'évolution de l'univers. Blavatsky a accompagné son concept cyclique de l'affirmation selon laquelle chaque cercle est accompagné de la chute et de l'ascension de 7 races, racines successives. Dans les premiers 4e cercles, les races connaissent un déclin de leur renouveau spirituel, de leur développement spirituel, s'abandonnant au pouvoir du monde matériel. Dans les 5e et 7e cercles, les courses montent à la lumière. Selon Blavatsky, la véritable humanité dans son incarnation matérielle ne peut être acquise que par la 5e race racine, qui est la race aryenne. Elle fut donc précédée par la race astrale, née sur la terre invisible et sacrée, des hyperboréens qui vivaient sur le continent polaire disparu, les lémuriens qui ont prospéré sur le continent de l'océan Indien, une race d'habitants atlantes, morts à la suite d'une catastrophe mondiale, et on en arrive donc à la race aryenne. Comme vous pouvez le deviner, Blavatsky a également emprunté la théorie des races racines à un auteur antérieur, le dramaturge mystique français Antoine Fabre d'Olivet, qui a décrit un schéma similaire dans son ouvrage fondamental, je cite, « Histoire philosophique de l'humanité », écrit en 1824. Bien avant le fondateur de la Société théosophique, le français s'est intéressé à l'ésotérisme oriental. Mais le désir de simplifier les concepts cosmologiques complexes inhérents à l'hindouisme et au bouddhisme lui a joué une cruelle plaisanterie. Il a comblé les lacunes apparentes grâce à son imagination ardente, non hésitant à construire des concepts entiers sur la consonance des mots et la similitude des symboles. D'ailleurs, dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Jean-Pierre Bayard, il fait bien la distinction entre symbolique et symbolisme. La symbolique, je crois que c'est juste, ça renvoie au symbole, et le symbolisme, c'est la compréhension, l'inverse. Il faudrait que, comme je débute, on va dire, dans ces recherches-là, j'en ai pas forcément la maîtrise, mais ça me revient en tête. Il y a les grandes infos qui me sont dans la tête. Il faudrait que je rouvre le livre et que je trouve ça. C'est pas grave, on garde ça de côté. Il convient de noter l'accent racial clairement défini qui apparaît dans la doctrine secrète. Bien qu'il ressort clairement du texte que, par race, Elena Blavatsky n'entendait pas les types anthropologiques, mais les étapes du développement par lesquelles passent toutes les âmes humaines, évoluant dans le monde matériel à travers des incarnations répétées, à partir de la pure matrice astrale, la première racine au niveau de la race, à l'être énergétique, le plus élevé, donc la 7e race racine. Elena Petrovna Blavatsky n'a pas pu s'empêcher de créer sa propre hiérarchie des peuples dans l'esprit du racisme au quotidien. Je cite, « L'humanité est clairement divisée en personnes divinement inspirées et en êtres inférieurs. » On retrouve exactement la même chose dans les écrits de... de Kalergi. La différence de capacité mentale entre les Aryens et les autres peuples civilisés et sauvages, comme, par exemple, les insulaires des mers du Sud, ne peut s'expliquer par aucune raison, aucune culture. Aucun nombre de générations élevées au milieu de la civilisation n'ont pu élever des spécimens humains tels que les Bushmen et les Védas de Ceylan et certaines tribus d'Afrique au niveau mental auxquelles les Aryens, les Sémites et les soi-disant Turaniens sont restés, ou je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. On réussit à accéder peut-être. L'étincelle sacrée est absente d'eux. Et eux seuls sont désormais les seules races inférieures sur cette planète. Et heureusement, grâce au sage équilibre de la nature, qui travaille constamment dans cette direction, ils s'éteignent rapidement. Fin de citation. Ce ne sont pas mes propos, je précise pour l'algorithme YouTube. C'est Elena Petrovna Blavatsky qui nous écrit ceci. Donc c'est dans un ordre historique que je cite cela. Voilà, c'est important de préciser, ils vont encore me faire sauter.
Et qu'est-ce que l'on observe ? Eh bien, qu'elle souhaite un eugénisme. Et que petit à petit, les idées qui vont s'allier à l'arianisme et donc à un certain héritage de puissance, ça sera pour effacer d'autres membres de la planète, d'autres humains qui résident sur la Terre. Et elle dira, voilà, donc, ils s'éteignent rapidement. Elle dit toutes les tribus n'ont pas la même valeur. Il s'avère que Blavatsky a soutenu l'idée du racisme spirituel, selon laquelle certaines races sont spirituellement supérieures aux autres. À propos, elle a qualifié la race sémitique, en particulier les Arabes, mais aussi les Juifs, de, je cite, spirituellement dégradée, bien qu'elle ait atteint la perfection dans l'aspect matériel de l'existence. En plus des accents raciaux, la théosophie a également mis l'accent sur le principe de l'élitisme. Helena Blavatsky revendiquait une autorité inconditionnelle, déterminée par sa place dans la hiérarchie occulte. Dans ses récits sur la préhistoire humaine, elle fait également fréquemment référence au rôle prédominant des prêtres d'élite des races indigènes du passé. Ainsi, lorsque les Lémuriens étaient embourbés dans le mal et le vice, seuls les élus restaient purs d'esprit. Par la suite, ils formèrent une dynastie lémuro-atlante de rois prêtres vivant dans les pays légendaires de Shambhala, dans le désert de Gobi. Autrefois, selon Blavatsky, il y avait là une île luxueuse. La montée des Ariens. Pourquoi les Ariens ont-ils suscité un tel intérêt parmi les ésotéristes du XIXe siècle ? Que je ne zozote pas sur l'ésotérisme tout de même. Pourquoi Helena Blavatsky leur a-t-elle donné la préférence en tant que race racine du stade évolutif moderne ? Il s'avère que ce n'est pas non plus une coïncidence. Le mythe arien trouve ses racines dans un mélange explosif de données scientifiques et d'hypothèses paléofictionnelles. Ce que l'on a vu tout à l'heure, fictionnel ou encore, je ne sais plus comment ils nommaient ça. En tout cas, ça relève, voyez-vous, d'une invention, d'un mythe que l'on souhaite intégrer et présenter comme véridique. À la fin du XVIIIe siècle, les linguistes européens font une découverte inattendue. Dans diverses langues qui semblent historiquement n'avoir aucun lien entre elles, l'allemand, le celtique, le persan, le grec, l'indien, certaines similitudes ont été découvertes. La communauté linguistique identifiée était appelée langue indo-européenne. Sur la base de cette découverte, on a émis l'hypothèse qu'il existait autrefois une seule proto-langue dont le porteur était un grand groupe ethnique. À partir de ce moment, de nombreuses théories, souvent amateurs et extravagantes, ont commencé à surgir à propos des Indo-Allemands, qui ont répandu leur culte dans toute l'Eurasie. Le linguiste allemand Friedrich Schlegel a découvert dans les légendes indiennes des références à des terres lointaines du Nord et au mont sacré Meru, situé près du pôle. À partir des textes étudiés, il a été impossible de comprendre si la description du Nord est une métaphore poétique ou la preuve de contact spécifique avec les peuples du Nord. Cependant, suite à cette explication évidente, Schlegel a décidé de combiner des informations disparates en une seule théorie. Dans son ouvrage, je cite « Une étude sur la langue et la philosophie des Indiens », écrit en 1850, qui a publié cette année-là, il suggère que la langue indienne est la plus ancienne des langues développées, et donc la plus proche de la langue originale dont toutes les autres sont issues, sont descendues. Fin de citation. Dans le même ouvrage, il a inventé le terme « arien » pour décrire les conquérants invincibles descendus de l'Himalaya pour coloniser l'Europe. En 1819, Friedrich Schlegel utilisa pour la première fois le mot « arien », nom d'un groupe ethnique qui, selon son interprétation, comprenait les Allemands et les Indiens. En général, les Ariens ont été mentionnés par Hérodote, mais Schlegel a déclaré que la racine « ari » était étymologiquement liée au mot « honneur », à la suite de quoi l'idée des Ariens en tant que race maîtresse aristocratique est née. Cependant, la prochaine étape dans le développement de la théorie originale n'a pas été franchie par Schlegel. Il croyait généralement que la tribu aryenne explorait l'Asie plutôt que l'Europe du Nord. Son élève Christian Lassin opposait le talent complexe des Ariens aux Bas-Sémites, qui manquaient de l'harmonie de l'âme. Le mythe formé par Lassin commença à se répandre rapidement. À son instigation, la confrontation fictive entre Ariens et Juifs commença à être perçue par les Européens instruits comme une évidence. Il est logique pour nous de nous attarder sur les théories du XIXe siècle qui considéraient la version nordiste de l'origine de l'arianisme. Après tout, cela permettra de comprendre pourquoi, sous la troisième
forme du royaume sous le Troisième Reich, les mots nordiques et vrai arien étaient considérés comme synonymes. De nombreux interprètes partagent l'hypothèse de la patrie ancestrale plutôt européenne des Ariens. Alors attendez, la partie ancestrale européenne des Ariens ayant tendance à la localiser sur la vaste plaine qui s'étend de la mer du Nord à la mer Caspienne. En même temps, ils étaient convaincus que les premiers Indo-Européens étaient grands et blonds. En 1883, le scientifique allemand Karl Penka a publié dans une étude intitulée « Les origines des Ariens » et en 1886 « L'origine des Ariens ». Donc dans ses travaux, il a publié ni plus ni moins une réfutation de l'opinion alors dominante sur l'origine des peuples parlant les langues indo-européennes d'Asie, prouvant que leur patrie ancestrale était l'Europe du Nord-Ouest et que le type racial d'origine était nordique. Indépendamment de Penka, l'anthropologue Ludwig Willisser est arrivé aux mêmes conclusions dans son livre « L'origine des Allemands ». Donc à la différence de la venue depuis l'ouest vers l'est, ce serait plutôt, selon leur mythe, quoique après ça reste à étudier, encore une fois j'ai pas assez d'éléments sous la main, mais les Ariens qui seraient des Normands, donc issus du Midi si je puis dire, façon de parler, en tout cas du Septentrion, vous voyez, de ce nord et de l'ouest européen, qui seraient après déplacés vers l'est, pour instruire, pour peupler et compagnie. Ainsi commença le mélange de la linguistique et de l'anthropologie qui se transforma en théorie radicale des différences fondamentales entre les peuples. La tendance émergente en idéologie a été consolidée par le comte français Joseph Arthur de Gobineau, dont je vous ai parlé à maintes reprises, et ses partisans allemands. En 1853-1855, le comte de Gobineau publia un essai sur l'inégalité des races humaines, en 4 volumes, dans lequel il fut l'un des premiers à souligner le lien entre les races ariennes et nordiques et les Ariens nordiques. Je pense que c'est une mauvaise traduction là, selon lui. Ok, d'accord, c'est que c'est inversé, je pense, dans la traduction. Donc, il dit entre les races ariennes et nordiques, et selon lui, les Ariens nordiques se trouvaient au sommet de la pyramide civilisationnelle, possédant non seulement le monopole de la force, de l'intelligence et de la beauté, mais aussi un potentiel culturel et créatif spécifique qui pourrait être menacé par le métissage racial. Donc, dans ces époques, 1853-55, on a le danger d'un métissage, et dans les années qui vont suivre, on a notamment, comment il s'appelle celui que je vous ai présenté mais pas encore lu, René Martial. René Martial qui expliquait que tout devait se jouer par rapport au sang. C'est-à-dire, quand on combat, finalement on fait couler le sang, quand on transmet de l'hérédité, finalement c'est une dynastie de sang, et la dynastie, comment je pourrais dire ça ? Oui, quelque part de race ou de... voyez, familial, royal, c'est sur du sang. Et après, il expliquait les différents groupes O, A, B et les mélanges. Et à l'époque, il y avait plutôt un racisme, une discrimination contre les orientaux et plus précisément les asiatiques. Ça, c'est ce qui est décrit dans son ouvrage. Il y a la différence. Et même dedans, dans René Martial, il nous écrit quand même un truc intéressant. Il nous dit qu'il faut ouvrir la voie au métissage, mais de façon minimum. C'est-à-dire introduire certains corps étrangers, les meilleurs que l'on peut retrouver dans des tribus ou des peuples qui pourraient même être très éloignés, afin d'augmenter les mutations qui peuvent avoir lieu après dans les descendances, mais de toujours retourner à la race blanche pour le blanc, à la race noire pour le noir, etc. On ne va pas toutes les lister. Eh bien, dans les années 20, on a l'inverse qui se produit, donc on a le socialisme, avec Kalergi qui nous dit que le socialisme, cette dynastie d'esprit, est finalement celle des Juifs, et qu'il faut forcer au grand métissage, parce que ce peuple même, sous-entendu la descendance des 12 tribus d'Israël, s'est retrouvé chassé de son pays d'origine, et dispatché sur la planète, en est venu dans un premier temps à ne plus pouvoir conserver une certaine pureté. Et après, en même temps, comme ils vont faire des affaires et être exclus de la société, c'est là qu'il dit que maintenant ils constituent la dynastie de sang et d'esprit. Enfin, je peux pas tout redire sur YouTube, comme je vous dis, ça ferait preuve de censure de la part de gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Alors, je n'invente rien, tout est sourcé, vérifiable. Mais apparemment, la liberté d'expression est limitée. Donc venez sur Odyssée si vous voulez en savoir plus.
Continuons. Les œuvres de Gobineau ne suscitent pas beaucoup d'intérêt parmi les Français, mais elles sont populaires en Allemagne. Le comte se rapproche de Richard Wagner, que l'on peut facilement qualifier de créateur du mysticisme nationaliste moderne. En outre, les livres de Gobineau ont été accueillis avec approbation par Friedrich Nietzsche, désormais reconnu comme l'un des philosophes les plus importants du nazisme. En 1894, la société Gobineau est fondée en Allemagne. Son fondateur, le bibliothécaire Ludwig Schemann, publia pour la première fois en allemand Essai sur l'inégalité des races humaines en 1897-1900 et en 1939, la 5e édition fut publiée sous le Troisième Reich. Les nazis appréciaient grandement cet ouvrage en 4 volumes en publiant des fragments sélectionnés dans des anthologies et des recueils sur la question raciale. Nous devons donc y accorder une attention particulière. Joseph Arthur de Gobineau a soutenu que dans le passé, il y avait un inceste continu. Donc, les races pures n'existent plus depuis longtemps et qu'à l'ère moderne, nous ne pouvons parler que de types raciaux. Ça, c'est... Si on en croit mot pour mot à ce qui est inscrit dans la Bible, c'est vrai que quand ils vont dans l'arche de Noé, si tous les autres humains ont été détruits, à moins que Dieu vienne à rajouter des humains au monde, par la terre si je puis dire, mais sinon, si on s'en met un petit groupe d'humains, oui, ils ont fait des enfants et rapidement, ils sont tombés en état de consanguinité et d'inceste. C'est dramatique. Mais si on suit cette logique, c'est comme ceux qui veulent absolument croire que Adam et Ève, c'était les 2 premiers humains, il n'y avait pas d'autres humains à côté. C'est-à-dire qu'ils ont fait des enfants et que les enfants, ils se reproduisaient avec qui ? Ils se reproduisaient entre eux ? Non, ça n'a pas de sens. En fait, quand on étudie plus en profondeur, on voit qu'il y avait d'autres peuples qui existaient. Mais peut-être, et là c'est une hypothèse, que sur la planète Terre, il existe, comme tout fonctionne en dualité, un peuple en état de fils de Dieu et un peuple en état de fils d'homme. Et qu'Adam n'était donc pas en état de fils d'homme. Mais qu'avant qu'il existe, avant qu'il y ait les jardins d'Éden, il y a peut-être d'autres hommes. Ça remet tout en question. C'est pas assez explicité pour qu'on comprenne les débuts de l'humanité. Et ça n'a aucune raison, aucune logique de dire qu'il y avait Adam et Ève, ils ont fait des enfants, ils sont tous reproduits entre eux, ils ont tous peuplé la planète, et puis on en arrive après au déluge, et Noé, à nouveau, ils refont de la consanguinité, non, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui manque dedans, il y a une partie d'altéré ou non. Continuons. Il est à noter que c'est précisément donc sur ce point ignoré par les admirateurs de Gobineau qui cherchent à utiliser ces idées pour justifier la supériorité de la race blanche et des Aryens. Cependant, en réalité, le concept de race de Gobineau était extrêmement vague. Il l'interprétait non pas comme un ensemble spécifique de traits anthropologiques, mais plutôt comme le symbole d'une différence fondamentale. Et ça renverrait à ce moment-là, comme je le disais, qu'il n'y a pas une race blanche. Il y a en fait une multitude de races blanches, et plus précisément, comme pour les autres peuples, des peuples résultats. C'est intéressant, et qu'au sein de ces peuples résultats, il existe des classes ou des ordres, comment on pourrait dire ça ? Pour les animaux, ils disent des races, pour les humains, on pourrait dire quoi ? Des variétés ? On pourrait employer le mot variété. Donc dans un peuple résultat, par exemple français, il y a des variétés. On voit bien que les campagnards ne ressemblent pas forcément aux gens des villes. On a une différence magistrale entre 2-3 êtres humains, quand on les compare, sur leur phénotype, sur leur puissance, sur leur intelligence, sur la forme de leur nez, sur le crâne. Donc on ne peut pas dire qu'il y aurait une race homogène de blanc, une race homogène de noir. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est plus compliqué. Et en plus, dans l'établissement après des critères, des mesures, notamment sur le quotient intellectuel, ceux qui arrivent au sommet sont asiatiques. Vous voyez ? Alors que dans les descriptions de certains, c'était le blanc, l'arabe et puis les autres. Les métis, et on en arrivait en dernier point au peau rouge. Dans la conception plus moderne, eh bien, ça fait asiatique, blanc, noir, et après on descend bien plus bas, voyez-vous. C'est comme ça que c'est expliqué actuellement. Regardons la suite. C'est là que découle son interprétation mythologique du processus historique. Dans le métissage racial, de Gobineau cherchait les raisons de l'essor et de la dégénérescence des civilisations. L'essence du racisme de Gobineau s'exprime dans les passages suivants. Donc on va le voir dans le passage. Juste, ça me renvoie au livre
de Gustave Le Bon, La vie des vérités, et il disait que on est en 3 phases, en fait. Une civilisation, ça naît, ça arrive à son apogée, ça s'effondre. Donc la dégénérescence. Et que là, on peut considérer que quand on en vient à massacrer ses voisins par pure idéologie, on est dans la dégénérescence. Et donc, qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y ait pu y avoir le renouveau d'une civilisation, mais avec le wokisme actuellement, on voit une dégénérescence. Donc on s'apprête certainement à revoir un royaume, notamment en Europe, qui redonnera de la puissance, et espérons-le, mettra peut-être la chrétienté au milieu du village, éloignant la mosquée de la cité qui renvoyait à l'orange mécanique, et pour retrouver une grandeur et cette fois-ci qu'on ne se perde pas dans une dégénérescence. Lisons donc le passage. Si les mélanges sont utiles dans une certaine mesure à la masse de l'humanité, l'élèvent et l'ennoblissent, ce n'est qu'au détriment de cette humanité elle-même, puisqu'ils l'humilient, l'affaiblissent, l'insultent, la décapitent dans ses éléments les plus nobles, et, même si l'on suppose qu'il vaut mieux en faire des gens médiocres et une myriade de créatures que de préserver la race des princes, dont le sang, divisé, appauvri, mêlé, devient un élément déshonoré d'une telle transformation, reste le malheur, qui est la confusion et qui ne s'arrête pas. Le malheur, donc, est que la confusion ne s'arrête pas. Les gens médiocres, nouvellement formés au détriment de ce qui était grand, s'unissent à de nouvelles médiocrités, et de ces mariages de plus en plus bas naît un mélange qui, comme le pandémonium de Babel, conduit les sociétés à une impuissance complète et à une insignifiance incorrigible. Fin de citation de Gobineau. Ce que l'on a retrouvé, repris par Hitler. Je vous dis, tout ce qui est dans son livre, dans son combat en question écrit, c'est les autres. Il n'a fait qu'un recueil, qui des fois peut nous paraître puissant, bien écrit, farfelu à d'autres instants, et criminel également. Mais là, on comprend toute la recherche qui se situe derrière. Et l'environnement, comment je peux dire ça ? Vous voyez, les gens, en fait, il y avait une certaine diffusion de paroles, de recherches, de médias qui accentuaient, de revues qui étaient diffusées sur cela. Maintenant, aujourd'hui, on nous interdit totalement de penser comme avant, ce qui est normal au vu des crimes qui ont été commis. Mais est-ce qu'ils avaient entièrement faux ? Là est la question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient entièrement faux que mélanger ce qui ne l'avait pas été pendant des millénaires est de l'ordre d'une pure folie, vient à diviser, appauvrir et finalement conduit à des unions plus médiocres. Et pour autant, on se doit en humain de voir la dignité dans chaque être humain. On n'est pas Dieu pour juger, pour effacer certains et dire toi tu vis, toi tu crèves. On n'est pas le Dewey dans Malcolm là qui prend ses Playmobil, toi tu vis, toi tu crèves. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il faut faire comprendre à certains aussi, c'est très important, que s'ils ont des tares génétiques, s'ils ont des problèmes de santé qui ne sont pas aptes à prendre soin de leur enfant dans les années à venir, parce qu'ils veulent l'enfant ou, voyez-vous, se métisser par exemple, alors qu'elles savent que les cultures vont faire que souvent les couples vont divorcer, si elles ne sont pas capables, ou ils ne sont pas capables, d'éduquer leur môme tout seul et dépendent de la société, là ça en devient grave. Parce que le jour où il va y en avoir marre pour certains qui n'ont pas d'enfants ou qui ont les leurs mais qui les ont très bien pris en charge, ils vont se dire on en a marre de payer pour les autres. Et ils vont arrêter. Et quand il n'y aura plus cette production, on va se retrouver avec un chaos monumental. Un crime pire encore que si on avait fait une sélection. Et pour autant, on n'a pas le droit de dire tiens, l'eugénisme positif, négatif, toi on te supprime parce que tu as un handicap, ou toi on supprime l'embryon parce que là il coûtera cher à la société. C'est compliqué. Chaque humain normalement devrait agir avec une certaine responsabilité tout de même. Ce que l'on ne retrouve pas aujourd'hui. Ah, vous avez des familles issues de l'Afrique, ils ont crevé la faim de leur pays, ils savent ce que c'est la famine. Et ils viennent ici, ils te pondent 8, 9, 10 mômes. Parce qu'il y a la CAF qui tombe. Mais quand la CAF elle ne sera plus présente, comment ils vont les élever leurs petits? Ils n'ont jamais appris à travailler. Ils dépendent des assistantes sociales ici pour ça, pour faire les démarches administratives. Pour la bouffe, ils dépendent des associations. Et donc, ils sont toujours en train de manger dans la main de l'autre. Pas quand ça va se stopper, ça va être un désastre. Des gens qui vont être en carence, des mômes qui vont crever la dalle. Et toujours le même coupable qui sera l'occidental. On dira, regardez ce que le méchant blanc fait. Lui, il arrive à vivre. Ben non, lui, il s'en donne les moyens. Lui, il est intelligent, il va pas te faire 10 mômes comme ça alors qu'il ne sait pas les assumer. On en a quelques-unes, familles cas sociales, mais c'est très rare. La plupart des HLM que vous voyez surpeuplés, c'est qui ? Quelles sont ces familles d'après vous ?
c'est très bien décrit, et ce n'est pas du racisme, c'est un constat. Dans les criminalités qui est surreprésenté. Établissons des stats ethniques en France pour faire cesser tout racisme, tout prosélytisme de gauche aussi, en décrivant par ces enquêtes qui est surreprésenté dans le non-travail, qui est surreprésenté dans les profits aux allocations, qui est surreprésenté dans les HLM, qui est surreprésenté dans le suçage du sang des Français par la CAF et par ce genre de choses. Mais on va voir, c'est toujours les mêmes. Et en plus, ils ont le culot sur notre territoire, une fois qu'ils obtiennent tous ces privilèges, de monter des assos, de demander des subventions à la mairie, à l'État, et te dire qu'il y a un racisme systémique, qui sont discriminés pour je ne sais quelle raison. Alors que, avant 1950, ces gens-là n'étaient quasiment pas présents en Europe. Et si on revient maintenant au présent et qu'on va dans leur pays, vous croyez que sur le marché, là, par exemple, le blanc qui arrive, ça va être le même prix que pour le local ? Bah non. Le blanc va être vu comme un touriste, comme quelqu'un qui a de l'argent, comme quelqu'un à qui on peut la faire, quoi. Et lui, c'est pas le local, il connaît pas les prix. En France, les étrangers qui viennent, peu importe leur couleur, peu importe leur ethnie, leur religion, ils vont au magasin, c'est le même prix. Ils vont sur le marché, c'est le même prix. Donc qui est vraiment raciste dans tout ça ? Et c'est là où on voit à nouveau plein de discriminations qui sont imaginaires et d'autres qui sont réelles mais pas soulevées. Comme là, il y a eu un débat hier dans TPMP avec Guénolé et tous les autres. Le racisme anti-blanc, est-ce que ça existe ? Et Gilles Verdez et Guénolé s'approuvent mutuellement en disant qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, que c'est de l'ordre juste de quelques insultes, que nous n'avons pas souffert de la colonisation. Est-ce qu'on doit leur rappeler la traite arabo-musulmane des barbaresques ? De 1500 à 1800, plus d'1 million de blancs en Europe enlevés par des arabo-musulmans pour être mis en esclavage. Des femmes qui ont été vendues pour être dans des harems. Des femmes qui ont été mises en serviteurs, en esclaves pour faire la cuisine. Ou des hommes encore qui ont été castrés. Oui, des blancs qui ont été sélectionnés parce que blancs et parce que chrétiens, qui castraient pour en faire des eunuques. Et je peux parler après de la traite intra-africaine, comme également exposer la traite arabo-musulmane sur les Noirs. Pourquoi ils ne leur demandent pas réparation à eux, sachant qu'ils sont sur le même continent en plus ? Bien plus facile pour demander réparation et, je sais pas, qu'ils envoient des sources, qu'ils envoient des richesses et ce genre de choses. Et on peut continuer la liste encore. Quand on a 250 000 petites filles en l'espace d'à peine 20 ans, qui sont blanches, filles d'ouvrières, pauvres, paupérisées et qui se font violer par des musulmans pakistanais, à 80% parce que considérées comme koufars ou petites mécréantes. C'est pas du racisme, ça ? Quand en France, dans ton propre pays, tu fais des demandes de logement HLM et qu'on te dit que le temps moyen c'est 2 ans, mais que toi tu peux attendre 3 ans, 5 ans parce que ton nom, il n'a pas une connotation étrangère. Et dans les critères sociaux, tu ne sortiras pas prioritaire. Vous comprenez ? Là est la discrimination, la vraie. Et on peut continuer comme ça sur bien des choses. Donc, ceci étant dit, on peut continuer. Revenons-en au livre, les idéologues nazis ont donné une présentation largement déformée des concepts de Gobineau. Par exemple, ils ont essayé de ne pas remarquer que les Français considéraient les Allemands comme le peuple le plus mélangé de tous les peuples européens. Là encore, sa haute évaluation des Juifs ne correspondait franchement pas aux attitudes antisémites du national-socialisme allemand. Pourtant, le déterminisme racial de Gobineau, que l'on retrouve après avec la plume de Julian Huxley dans l'UNESCO, qui parle de déterminisme biologique, c'est la même chose, eh bien, pour Gobineau, ça constituait une véritable contribution à la mythologie du national-socialisme. Je bois une petite gorgée et on reprend. Au tournant des 19e et 20e siècles, la renaissance de l'idée raciale nordique a commencé, qui avait alors été dénoncée et critiquée. Un autre changement d'attitude à son égard a été facilité par le sociologue aristocratique anglais Houston Stewart Chamberlain, dont les opinions se sont formées sous l'influence des travaux de Richard Wagner et de Joseph de Gobineau. Ayant épousé la fille de Wagner, il s'installe en Allemagne en 1908, où, après sa mort, sous le Troisième Reich, malgré son origine, il est proclamé penseur du peuple. Dans son pays natal, au contraire, il a été traité de changeling et condamné de toutes les manières possibles pour propagande anti-britannique. L'ouvrage majeur de Houston Chamberlain, qui lui valut la notoriété, s'intitule « Les fondements du XIXe siècle », écrit en 1899.
L'interprétation de l'histoire européenne qui est décrite était déterminée par l'attitude négative de l'auteur envers le christianisme, le mépris aristocratique des masses et une perception romancée des Allemands en tant que nation destinée à gouverner le monde. Nous trouvons exactement ce qui est de l'ordre du faux, usage de faux, pas tant que faux que ça, hein. Vous voyez, le moins multiplié par le moins, vous savez ce que ça donne. De ces protocoles des sages de Sion, et Hitler qui ne les a pas combattus, au contraire qui voulait réformer le christianisme, l'église. Bizarre, Chamberlain c'était pareil. Tous ceux qui ont appuyé finalement au pouvoir de ce socialisme échouant à l'international et qui se ramène au national, étaient tous favorables à détruire la chrétienté. Et je vous le dis, je suis quasiment certain, dans la continuité de l'héritage des alchimistes, des gnostiques, des francs-maçons et des templiers. Chamberlain a soutenu que la culture européenne était le résultat de la fusion de 5 éléments: l'art, la littérature et la philosophie de la Grèce antique, le système juridique et la forme de gouvernement de la Rome antique, le christianisme dans sa version protestante anglaise, l'esprit teutonique créateur renaissant, l'influence destructrice des Juifs et du judaïsme en général. Dans le premier volume de son ouvrage, Chamberlain a examiné les événements antérieurs à 1200, analysant l'héritage du monde antique. Je cite, « Avec l'hellénisme, s'est produit un épanouissement sans précédent de l'intelligence humaine », fin de citation, nous écrivait l'anglais. Les Grecs ont créé partout dans la langue, la religion, la politique, la philosophie, la science, l'histoire, la géographie. Le summum de cet esprit créatif était Homère. Cependant, l'héritage hellénique a également révélé des côtés sombres, des démocraties à courte vue, un manque de haute politique, une morale dépassée et le déclin de la religion. La situation a été corrigée par les Romains, qui ont débarrassé le monde de l'esclavage sémitique arabe et ont permis à l'Europe teutonique de devenir le cœur battant et le cerveau pensant de toute l'humanité. Fin de citation. Les Romains ont finalement aidé les chrétiens, on voit, séparés de l'esclavage sémitique arabe, et par la suite, les héritiers des Romains ont participé à libérer les Européens de la traite sémitique musulmane, arabo-musulmane si vous préférez. Puisqu'on rappelle que les Juifs étaient participants avec les arabo-musulmans barbaresques dans la traite de blancs. Cependant, Rome n'a pas été en mesure de résister longtemps aux tendances à la désintégration, laissant derrière elle un méli-mélo de cultures et de races différentes. Parmi le chaos des peuples, il y avait aussi des Juifs, la seule race qui parvenait à maintenir la pureté du sang et la cohésion dans ces conditions. L'histoire a désigné les Ariens comme la force qui s'oppose à l'influente nation juive. Certains, je mets une petite parenthèse, pensent qu'il y aurait une caste qui se voudrait des 12 tribus d'Israël, et dans son intérêt pour prouver qu'elle est différente des autres nations, des autres peuples, résultat, voudrait tout métisser sauf son propre peuple. C'est-à-dire, toutes les autres communautés ethnico-religieuses, tout ce que l'on veut de la planète serait complètement métissé, il n'y aurait plus vraiment de lignes pures comme ça, vous voyez, qui pourraient remonter durant des familles, et eux seraient les seuls dans l'histoire à ne pas être pervertis, à ne pas être diminués. Ça peut être possible. S'il faut, c'est un de leurs projets. L'histoire a désigné les Ariens comme la force qui s'oppose à l'influente nation juive. Chamberlain a écrit, je cite, « À l'heure actuelle, ces deux forces, les Juifs et les Ariens, même si leur avenir est obscurci par le chaos récent, restent l'une contre l'autre, sinon plus comme des ennemis ou des amis, mais toujours comme des adversaires éternels. Le principal secret de l'histoire, selon l'anglais, est que seule la race pure devient sacrée. Le chaos sans racine des derniers jours de l'Empire romain est devenu désastreux pour la civilisation européenne et ce sont les Ariens qui ont dû corriger cette situation désastreuse. » Selon Chamberlain, presque toutes les personnes remarquables et véritablement libres, de l'empereur romain Tibère au chancelier allemand Otto von Bismarck, qui a fait, je crois, le Premier Reich, considéraient la présence de Juifs parmi eux comme un danger social et politique. Veuillez noter que l'anglais considérait Jésus-Christ comme l'une des figures les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Je cite, « Ni les guerres, ni les changements de dynastie, ni les catastrophes naturelles, ni les découvertes n'ont même une fraction de la signification. Alors attendez, ni les découvertes
même une fraction de la signification qui pourrait être comparée au bref séjour terrestre. Alors attendez, parce que là, il y a un petit truc qui me dérange. Ni les découvertes n'ont même... Alors attendez, ni les guerres, ni les changements de dynastie, ni les catastrophes naturelles, ni les découvertes n'ont altéré peut-être une fraction qui pourrait être comparée au bref séjour terrestre. Je vous avoue que cette phrase, je l'ai pas. Autant il y en a certaines, j'arrive à les recomposer, mais celle-là, ou alors je l'ai pas compris, je sais pas. Vie du Galiléen. Ah, ok, d'accord. En plus, il y a un point. Donc c'est ni les découvertes et tout ce qui précède n'ont même pas une fraction de la signification que pourrait être comparée au bref séjour. Ah ok, d'accord, ça y est, je l'ai. Donc ni les guerres, ni les changements de dynastie, ni les catastrophes naturelles, ni les découvertes ne sont comparables, ne serait-ce que même une fraction de la signification de celle-ci, que pourrait être mis en parallèle, en comparaison avec le séjour terrestre de Jésus-Christ, le Galiléen. Comment l'origine juive du Christ s'est-elle combinée avec l'antisémitisme idéologique prêché par Chamberlain ? C'est très simple. Pour Chamberlain, le Christ n'était pas juif. L'ouvrage en 2 volumes de Houston Chamberlain est devenu extrêmement populaire en Allemagne après que l'empereur Guillaume II ait qualifié son ouvrage de, je cite, « monographie de la plus haute importance ». Les critiques ont loué avec enthousiasme les fondements du XIXe siècle pour son éloquence brillante et suprême, son énorme érudition et sa perspicacité extraordinaire de l'auteur. Fin de citation. En Angleterre, le livre a fait l'objet d'attaques furieuses. Il a été soit ridiculisé, soit injurié dans le cadre d'insultes publiques. À cet égard, la déclaration de Theodore Roosevelt est intéressante, qui a qualifié les fondamentaux de Chamberlain, je cite, de gaffes brillantes, qui pour une personne normale ressemble à une folie absolue. Roosevelt a expliqué sa pensée. Je le cite. Il aime David, et sur cette base, il en fait immédiatement un arien. Il aime l'ange Michel, Dante ou Léonard de Vinci, et il signale immédiatement qu'ils sont ariens. Il n'aime pas Napoléon et prétend que Napoléon est le véritable représentant du chaos sans race. Fin de citation. Les théories raciales d'Adolf Hitler reposent en grande partie sur une reprise arbitraire des dispositions des fondamentaux de Chamberlain. Même si Hitler ne mentionne son nom nulle part, les thèses sur la supériorité de la race aryenne et le danger juif, exprimées sous une forme plus simple et plus crue, sont devenues le leitmotiv de l'idéologie nazie. Le respect du Führer, allemand pour la pensée du peuple anglais, est attesté par le fait qu'Hitler a rendu visite à plusieurs reprises au vieux Houston Chamberlain, chez lui à Beyrouth. Outre Friedrich Schlegel, Joseph de Gobineau et Houston Chamberlain, d'autres chercheurs ont travaillé à la création d'un mythe racial. Rappelons-en quelques-uns. Par exemple, Francis Galton, cousin de Charles Darwin, qui a écrit le livre Hereditary Genius en 1869, dans lequel, à l'aide de statistiques, il tente de prouver que la psychologie et le caractère de la plupart des gens dépendent de leur structure physique, qui est également la raison de la division entre pauvres et riches. Selon Galton, les couches inférieures de la société ne peuvent reproduire qu'une race inférieure. Il faut donc s'efforcer de les éradiquer. Il a qualifié son système d'eugénisme, d'un mot grec qui signifie bien-né, bonne naissance, noble naissance. Galton pensait que la sélection raciale artificielle devrait faire partie de la politique sociale. Ses partisans du monde entier étaient fascinés par une vision utopique d'un monde dans lequel il n'y aurait plus de place pour la pauvreté et la maladie. Par la suite, les nazis adoptèrent la théorie de Galton. Une contribution significative à l'idéologie nazie a été apportée par un Autrichien d'origine polonaise, Ludwig Gomplowicz, un personnage que je ne connais pas forcément, d'ailleurs un juif de race pure, qui, développant les idées des darwinistes sociaux anglais, a dépeint la situation comme si chaque groupe ethnique puissant s'efforçait d'asservir les autres et que la lutte raciale était la seule véritable force motrice de l'histoire. Un autre adepte résolu et direct du racisme était le darwiniste allemand Alexander Thiel, qui, dans ses publications du début du XXe siècle, a donné un certain nombre de recommandations pratiques. Bien avant 1933, Thiel exigeait que les Russes, les Roumains, les Tziganes et les Juifs et les Polonais soient ouvertement déclarés racialement inférieurs. Et, même avant la Première Guerre mondiale, il appelait à l'assassinat des malades mentaux et à l'introduction d'une interdiction catégorique des mariages mixtes. Donc, contre l'altération de la pureté, contre le mariage métis, et favorable à l'euthanasie, parce qu'en fait, il y a 2 eugénismes. Il y en a un positif, soi-disant, qui sélectionne,
On va éviter des mauvaises reproductions, on va tout faire pour enlever des maladies, par exemple. Et l'eugénisme négatif, c'est là, les handicapés, hop, ils coûtent trop cher à la société. Les vieux en état de dernière année là, de ses naissances, hop là, on s'en passe. Le fait suivant est remarquable. Initialement, la doctrine raciale des nationaux-socialistes a été créée pour justifier les différences qualitatives entre les Aryens, peuple indo-européen, et les Juifs. Mais, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu séparer les slaves, qui en faisaient partie, de la famille des langues indo-européennes, devenues ennemies. Il est clair que les idéologues nazis n'ont rencontré aucune difficulté théorique, puisque leur théorie raciale n'avait aucune base scientifique sérieuse. Cependant, au début du XXe siècle, des changements importants se sont produits dans la nature des idées de Guido von List, un autre personnage. Des vues purement occultes ont pénétré dans le monde imaginaire des anciennes croyances allemandes. En avril 1903, von List envoie un article sur la proto-langue aryenne à l'Académie impériale des sciences de Vienne. Dans ce document, l'Autrichien tentait d'interpréter l'écriture runique à travers la révélation occulte. Il n'y a pas eu de réponse satisfaisante de la part de l'Académie, mais le refus des scientifiques d'envisager cette méthode d'étude des monuments historiques a conduit les partisans de von List à l'idée de fonder la société Guido von List, qui pourrait financer et publier les résultats de ses études, de ses recherches sur le passé national. Le 2 mars 1908 eut lieu l'ouverture officielle de la société Guido von List, qui devint immédiatement extrêmement populaire à Vienne. On rappelle, Kalergi était à Vienne, Guido von List à Vienne, et il y a encore 3-4 autres hauts penseurs, on va dire ça comme ça, diffuseurs de propagande, qui étaient également à Vienne. Parmi ces membres se trouvaient des journalistes, des écrivains, des musiciens, des scientifiques, des parlementaires et des théosophes. Les idées de von List se sont révélées attrayantes pour de nombreuses personnes instruites en Autriche et en Allemagne. Encouragé par le soutien du public, von List écrivit une série de rapports de recherche ario-germaniques qui contenaient en grande partie sa propre interprétation du passé antique. Une idéologie fondée sur l'opposition des intérêts allemands et slaves qui fascinait littéralement les cercles populistes allemands dont les membres cherchaient également dans l'ésotérisme chauvin la protection du germanisme contre l'influence des forces politiques libérales, socialistes et juives. Guido von List a imputé au christianisme la destruction du monde patriarcal. Donc on retrouve un autre acteur qui est contre le christianisme. Vous comprenez bien maintenant que ce n'est pas dans l'intérêt des Européens qui sont à la base même, on va dire, un haut peuple chrétien de haute civilisation. Là, il y a un problème. Il y a manipulation sur les faits afin d'orienter, ni plus ni moins, au sacrifice de ceux qui résident au sein de l'Europe pour remplacer le peuple. Regardez la suite. Ces travaux sur la christianisation des terres allemandes parlent de l'affaiblissement des lois et de la moralité teutonique et de la destruction de la conscience nationale allemande. Il soutenait que le message d'amour et de miséricorde de l'Église avait sapé les règles eugéniques strictes des Ariens, que les nouvelles associations spirituelles avaient brouillé les frontières des provinces ethniques traditionnelles et que tout cela avait été fait pour imposer l'obéissance. Je marque une pause parce que l'idée que des règles eugéniques strictes aient été sapées revient aussi dans les propos, entre autres, de... comment elle s'appelle ? La Fabian Society et certains de ses membres, comme Sidney Webb et Beatrice Potter Webb. Dans un premier temps, favorable à je ne sais plus comment ils appelaient ça, là, le médical, on va dire médical pacte, quelque part, pour aider les plus pauvres, les plus démunis, les malades. Et après, ils disaient, mais là, on est en train de faciliter à ce qu'ils se reproduisent. C'est peut-être mauvais ce qu'on fait. En gros, c'est à peu près ça. Je vulgarise, parce qu'il y a tellement de fiches à analyser, mais c'est ce qui était laissé entendre. Depuis l'Angleterre. Donc, on retrouve vraiment une puissance eugénique qui émerge en Allemagne, la société eugénique en France, 1912, il me semble, en Angleterre, aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'écrit des socialistes sectaires, les mêmes en fait qu'on a retrouvés de ce socialisme qui a échoué à l'international, ramené au national et qui a créé les drames, nous écrit un autre roman comme quoi, c'est les patriotes, et puis c'est lié aux blancs, que c'est eux les fascistes, les racistes, et que même pourquoi pas on pourrait dire que le chrétien est celui qui a bénéficié de tout ça. Parce que
Si les protocoles des sages de Sion et les Juifs ont été attaqués, le sous-entendu dans cette histoire, c'est que ceux qui se sentaient en danger, c'est-à-dire les chrétiens, se sont mis à persécuter les autres. Or, on voit au fur et à mesure de ce que je vous ai dit, Hitler, Guido von List, on en a cité un autre tout à l'heure, ils sont contre le christianisme. Ils veulent le réformer. Pour certains, ils sont juifs. On revoit dans les plans de Kalergi exactement la même chose, laissant entendre que le christianisme devra laisser le pas au socialisme, qui deviendra la nouvelle religion internationale. Exactement ce que l'on retrouve dans les écrits également de l'excellent auteur Francis Galton, excusez-moi. Comment il s'appelle ? Gustave Le Bon. Il a tellement en tête que je peux m'embrouiller un peu. Mais c'est bien Gustave Le Bon que je vous citais. Autre chose qui est inscrit, finalement, après avoir privé les Allemands vaincus de leur ancienne valeur spirituelle, ils réussirent à en faire des esclaves. Il est clair que tous ces crimes moraux et politiques ne pourront être commis qu'après la destruction des dirigeants de la nation. Conformément à la théorie de von List, les activistes des missionnaires chrétiens ont commencé avec la liquidation de l'élite ario-allemande, la destruction des sanctuaires antiques également. Ceux qui persistaient dans l'ancienne foi étaient brûlés vifs, selon von List, par les chrétiens. Les rois prêtres, pillés, qui dirigeaient autrefois l'État arien, donc ont été contraints d'errer dans un pays dans lequel personne ne reconnaissait plus leur statut élevé. En conséquence, au Moyen-Âge, les esclaves allemands apprenaient leur histoire exclusivement à partir des paroles des étrangers. C'est vrai que sur ça, il n'a pas tort. Comme aujourd'hui, on veut nous expliquer notre histoire, mais la détruire. Vous ne parlerez plus de la traite des barbaresques. Parce qu'il ne faut pas, comme le dirait Taubira, donc issu de l'immigration, devenu français tout à fait, il n'y a pas de problème, mais issu de l'immigration, nous dit à nous, peuple résultat, que nous n'avons pas le droit de parler de notre histoire, en tout cas d'une partie de celle-ci, parce que ça pourrait faire porter un fardeau, un poids du passé sur le dos des Arabes venus en France et des Maghrébins. C'est bizarre. Aucun problème, aucun souci en revanche à remettre au devant de la scène ce qui a été exercé au 15e, 16e, 17e siècle. Des traites triangulaires, des pauvres noirs qui ont été exploités, ce qui est une réalité, certes. Mais en fait, les Occidentaux n'ont fait que continuer ce qui existait en Afrique. Et moi, il y a une personne que j'apprécie énormément sur Internet, que j'écoute, avec qui je débat, donc Dada. À chaque fois, dans les discours, on va dire, avec ceux que j'apprécie, mais qui sont plutôt panafricains, ou dans l'idée, en tout cas de la défense des Africains face aux méchants Occidentaux, on a toujours un mythe qui nous est raconté que les Africains étaient tous des peuples vivant en paix, qu'il n'y avait pas de tribalisme, aucun cannibalisme, aucune mauvaise tenue. C'est que quand les Occidentaux sont arrivés, que là, on les a pervertis, qu'on les a forcés à être au catholicisme en faisant des persécutions. Je dis pas que c'est faux. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les pyramides en Égypte, avant que les Occidentaux soient là, vous croyez qu'elles sont faites d'une pleine grâce et d'une volonté de tous ceux qui ont travaillé ? Je crois pas. On avait les hautes dynasties qui avaient leurs esclaves. Donc c'était des Noirs qui esclavagisaient des Noirs ou des personnes métisses, on va dire entre l'arabe et le noir. Les traites intra-africaines dont nous parle Thomas Ndiaye avant que les Blancs viennent en Afrique et ne découvrent l'entièreté du continent. Noirs trafiquaient Noirs. Noirs étaient dans une tribu et enlevaient des femmes d'une autre tribu. Tout ça est raconté, même dans les principes de population de Malthus, même si tout n'est pas à prendre au premier degré. Et on a eu après les traites barbaresques, donc des Arabes musulmans sur des Noirs. Et après, en effet, arrivent les Blancs. Mais dans l'histoire moderne, on enseigne que c'est que le Blanc qui a fait tout ça. Que c'est le Blanc qui a mené, puisqu'il y avait les progrès, entre autres, de la navigation, a mené à un commerce qui était, c'est aussi dans un manufacturing. Chacun a un rôle et on est là dans une marchandisation totale, vous voyez, sans but, de façon effrénée. Et ce que j'en ai marre d'entendre, c'est qu'aujourd'hui, on nous laisse le message comme quoi les Africains, ils subissent entièrement la colonisation des Occidentaux. Ou lorsqu'ils ont été libérés, eh bien, il y en a encore les stigmates. Une plaie ne se ferme pas comme ça. Alors qu'ils prennent des millions par-ci par-là. Leurs propres dirigeants sont corrupteurs et corruptibles. Ils sont encore dans leur peuple, pour certains, à croire en de la magie. C'est-à-dire que dans leur propre peuple, il y en a qui sont là en train de te dire « Attends, ramène-moi un poulet, je vais te couper ses pattes et je vais te mettre ça dans une marmite et on va faire un rite. » Ils savent très bien que c'est faux, c'est des menteurs et ils arnaquent les gens.
Il y a des affaires par milliers d'Africains noirs, entre autres, qui trafiquent des petites Africaines noires. Et comme il y a cette croyance d'un certain occultisme, ils leur font boire des trucs et ils leur disent attention, si tu te soumets pas à la volonté, il va t'arriver malheur, ta famille pareil, ils vont souffrir. Et elles, tout apeurées dans leur jeune âge, elles n'ont pas encore, on va dire, une excellente alphabétisation, elles se laissent avoir par des mythes, par des histoires. Il y a des documentaires africains qui en parlent, il y a des documentaires européens qui relatent les mêmes faits. Et je peux continuer comme ça, la liste est tellement longue, ne serait-ce que de ceux qui sont des passeurs. Des passeurs où ce ne sont pas les plus nécessiteux et les gens, les humains dans la pire misère qui viennent en Europe. C'est les classes moyennes. Parce qu'on leur a promis que quand ils viendront ici, ils auront un statut, logement à pas cher, des APL, de la CAF, des RSA. S'ils ont des mômes, pareil, ils toucheront le jackpot. Et qu'en plus, ils ne sont pas obligés de vivre toute l'année en France, ils peuvent vivre que 6 mois. Et donc, qu'est-ce qu'ils font après ? Mais vous le savez très bien. Ils retournent dans leur bled. Mais dans leur bled, quand ils ont 600 balles, moins 50 balles pour payer le loyer en France, parce que les APL sont tombés, ça leur revient à 50 ou 100 euros. Ils sont à 400 euros. Ils touchent des fois 2 fois, 3 fois plus que ce que les locaux en travaillant peuvent faire. Quand ils arrivent à la retraite, ils en lassent pas. Ils peuvent même des fois faire par le regroupement familial venir leur propre famille. Et pendant le mois où ils retournent, ou les mois où ils retournent dans leur bled, les logements ils restent pas vides, ils font des sous-locations. À leurs familles qui veulent voyager en France, ce genre de choses. On connaît toutes ces affaires. Ou de la sous-location à des gens sans papier qui connaissent. Et ils y vont pas de main morte avec les tarifs. Donc, ouais, c'est mon frère, ils sont exploités par les blancs, bande de menteurs. Noir sur noir, arabe sur arabe, maghrébin sur maghrébin, vous êtes les premiers à les exploiter. Les premiers à trouver ces stratégies avec les passeurs, avec ceux qui vont se barrer donc dans leur bled pendant plusieurs mois dans l'année en se faisant entretenir par les allocations du pays et en même temps en faisant des sous-locations des logements à ceux qui n'ont pas les papiers. Et je peux continuer comme ça sur l'exploitation des jeunes filles, des femmes, etc. Mais tout ça, on n'a pas le droit d'en parler parce que, il y a la pancarte brandie, c'est du racisme, xénophobe, islamophobe. Mais quand il va y avoir un renouveau pour l'intérêt d'un royaume européen, des stats ethniques vont s'établir, des enquêtes vont être exercées, et ce que je vous dis va se prouver. C'est comme quand je vous parlais des gens dans les HLM qui ne respectent rien, qui jettent leurs couches par les fenêtres, qui descendent des fois sur 4-5 étages des ordures où tout coule, et ils repassent pas dans les escaliers pour nettoyer, ils s'en foutent. Il y a Bobonne qui viendra. Et plein d'autres phénomènes encore. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Et oui, quand on nous dit qu'à l'époque, pour les Allemands, des étrangers leur expliquaient leur histoire en omettant bien des choses, je veux bien les croire. Quand on observe dans le monde moderne ce qui se passe, notamment dans les livres d'éducation scolaire, où on nous dit que l'immigration est un enrichissement, parce que la plupart de ceux qui viennent travaillent, alors que c'est un mensonge, nous décrit qu'il n'y a pas de population qui change. C'est un mensonge à nouveau, il suffit seulement de sortir, regarder des photos de classe, regarder les photos d'antan, et on voit très bien, même les commerces, tout change. Et pas pour le meilleur. Et je peux comme ça exposer encore bien des choses, où on nous manipule depuis l'école, dans leur éducation civique et morale, à devenir des petits agents bien moutons du remplacement, de l'effacement de l'identité pour la préférence des autres à la place des siens. Au point même où aujourd'hui on a un président qui dit « mais il n'y a pas de culture française quelque part. » Comment il dit ça là ? Il emploie un mot assez dénigrant pour le peuple français. Sous-entendu, notre culture, c'est d'être ouvert à tout le monde, mais on n'en a pas en soi. C'est de la manipulation, et vous savez très bien à quel but. Revenons-en aux écrits. Les fausses chroniques des auteurs romains, grecs et français les convainquirent qu'avant l'avènement du christianisme, les ario-allemands étaient dans un état barbare. Une interprétation alternative de l'histoire a semblé une consolation aux disciples de von List et a donné l'espoir de renaissance d'un beau monde oublié. Donc là, c'est pareil. À l'époque, ils disent aux Allemands, vous étiez en fait un peuple barbare. C'est les étrangers qui sont venus vous civiliser. Ah, nous, on nous explique pareil. Vous étiez des barbares, colons, esclavagistes, vous êtes encore discriminants aujourd'hui, mais vous en faites pas, les étrangers sont une richesse. Ils viennent vous éduquer. C'est exactement ce qu'on nous dit. Alors qu'à la base même, déjà, quand on prend la définition du barbare, c'était celui qui parle pas la langue. Donc, des gens qui viennent sur notre territoire, on entend « allez, wallah, wallah, je sais pas quoi », ou encore leur truc « munga, munga », on comprend rien à ce qu'ils disent. Après, c'est normal, c'est leur dialecte.
Mais là, dans la définition du barbare, c'est eux qui le sont. Et après, il y a le conflit avec la Perse, Xerxès, qui commence à user de violence, et là on rentre en effet dans une autre définition. Le barbare n'est plus seulement celui qui ne parle pas la langue, mais celui qui va agir en état de barbarie, donc en sauvagerie. Et là, on en voit après certains qui ont eu par dérivé ou non ce nom, comme les Berbères. Les Berbères qui eux-mêmes sont retrouvés colonisés par les arabo-musulmans, à se demander qui était vraiment berbère ou barbare, si je puis dire. Regardons la suite. En avril 1915, Guido von List convoqua une conférence de ses admirateurs à Vienne. Il a prononcé un discours solennel dans lequel il a salué la guerre mondiale comme le début d'une bataille millénaire, annonçant l'avènement d'une ère nouvelle. Il a prévenu que la période de transition pourrait initialement impliquer, quand même, il a prévenu, que ça pourrait impliquer des crimes horribles et des tourments exaspérants. Fin de citation. Mais que tous les procès doivent servir à finalement séparer le bien et le mal, le bon grain de l'ivraie. Von List attendait l'arrivée au pouvoir d'une figure messianique, un individu surhumain capable de résoudre les problèmes urgents et d'établir un ordre éternel. De plus, à la fin de la Première Guerre mondiale, von List était convaincu que les soldats autrichiens et allemands tombés sur les fronts se réincarneraient en un corps messianique collectif. Il a déclaré que des centaines de milliers de personnes tuées devraient être ressuscitées et faire partie des corps d'élite de la révolution nationale d'après-guerre. On attend toujours qu'ils soient ressuscités, ces gens-là. Je bois une petite gorgée et on continue. S'appuyant sur ces calculs, basés sur les lois cosmiques et astrologiques, von List affirmait que les années 1914, 1923 et 1932 seraient déterminantes pour la renaissance de la race aryo-germanique. Il désigne particulièrement 1932 comme l'époque où la puissance divine va prendre possession de l'inconscient collectif du peuple allemand. L'ordre national, la vengeance nationale et la passion nationale allaient transformer la société pluraliste de la République allemande en un État monolithique, éternel et indestructible, le futur Reich. L'homme qui se faisait appeler Georg Lanz von Liebenfels, et prétendait être né le 1er mai 1872 à Messine, en Sicile, du baron Johann Lanz von Liebenfels et de son épouse Katharina née Scala, est en réalité né le 19 juillet 1874, dans une banlieue de Vienne. Autre personnage de Vienne. Son père, Johann Lanz, était enseignant. Le nom de la mère était en réalité Katharina née Offenreich. Au baptême, l'enfant reçut le nom d'Adolphe Joseph. Enfant, Lanz s'intéressait activement au passé médiéval et aux ordres religieux qu'il considérait comme l'élite spirituelle. Il dit lui-même s'être particulièrement inspiré de l'ordre médiéval des Templiers, chevaliers du Temple, Templiers. Il s'est plongé à corps perdu dans l'étude de leur histoire, de leur tradition et de leurs légendes. Ses impressions déterminèrent sa décision de devenir novice dans l'une des abbayes de Vienne. L'abbaye a eu une grande influence sur la vie d'Adolphe Lanz. La pierre blanche, des nefs de l'église, le style roman strict, le jardin du monastère isolé, la mosaïque de verre coloré et les tombes anciennes, tout cela a créé l'atmosphère d'un roman chevaleresque médiéval, suggérant un lien entre le passé et le futur. Lanz était un fervent novice et fit de sérieux progrès. En 1897, il devint moine et, un an plus tard, commença à enseigner au séminaire théologique. La vie au monastère correspondait à des désirs sentimentaux de s'identifier à l'élite sacrée de l'Antiquité. De plus, les années de moine de Lanz lui ont donné l'occasion d'élargir son éducation. Ses écrits ultérieurs portent l'empreinte d'une connaissance approfondie de la Bible, des textes apocryphes et gnostiques, ainsi que des traditions religieuses et des langues du Moyen-Âge. Et il étudia également assidûment l'histoire de l'abbaye et publia ses recherches à ce sujet dans plusieurs revues scientifiques. En étudiant les Saintes Écritures, les apocryphes, l'archéologie et l'anthropologie moderne, Lanz a combiné les idées racistes existantes à l'époque en une religion dualiste, créant ainsi sa propre version spéciale de l'ariosophie. Les yeux bleus et les cheveux blonds qu'il attribuait, comme d'autres chercheurs à la race aryenne, ont finalement été identifiés pour Lanz avec un bon début, tandis que diverses déviations sombres, nègres, mongoloïdes, habitants de la Méditerranée, ont été identifiées avec difficulté peut-être. La contribution personnelle de Lanz à l'idéologie raciste était l'adaptation des vues scientifiques par rapport à la doctrine gnostique.
représentant les forces de la lumière et des ténèbres comme des entités cosmiques responsables de la relation entre l'ordre et le chaos dans l'univers. Aujourd'hui, il est difficile de dire dans quelle mesure le noviciat au monastère a influencé la formation des idées occultes et racistes de Lanz. Son professeur, Schlegel, méprisait les Juifs de l'Ancien Testament, les qualifiant de communautés présomptueuses et arrogantes. Les traductions alternatives de la Bible de Schlegel figurent même sur la liste des livres interdits pour antisémitisme. Dans le même temps, les convictions de Lanz provoquèrent de sérieuses frictions entre lui et ses mentors. C'est pourquoi il renonça au monachisme et quitta l'abbaye en avril 1899. En 1903, Lanz publie les principales dispositions de sa doctrine, qu'il appelle théozoologie. Le texte était une compilation inhabituelle d'idées religieuses tirées de sources chrétiennes traditionnelles retravaillées à la lumière des preuves scientifiques. Le but du premier chapitre était de tenter de comprendre la nature et l'origine des créatures que Lanz appelait pygmées et qu'il tentait de tenir pour responsable de la destruction de la civilisation aryenne du passé. Les 4 chapitres suivants décrivent le royaume satanique, racontant l'histoire du premier pygmée nommé Adam, qui donna naissance à une race d'hommes bêtes. Parallèlement, Lanz, donc on voit toujours l'antichristianisme, juste pour marquer ça. Lanz utilisait un principe très particulier de traduction des textes anciens. Selon lui, les mots terre, pierre, bois, pain, or, eau, feu et air signifiaient un demi-homme, et les verbes nommer, voir, connaître, cacher signifiaient copuler. Selon la théorie de Lanz, l'intrigue principale de la vie ancienne était la recherche et l'éducation des amants pygmées à des divertissements sexuels pervers. Par conséquent, le contenu de l'Ancien Testament était un avertissement au peuple élu arien sur les conséquences de telles pratiques bestiales. Dans son travail, Lanz a également proposé un programme d'action qui pourrait aider les Ariens à revenir à un état divin. Ces recettes étaient, comme d'habitude, simples et impitoyables. La montée culturelle des races inférieures en Europe et dans ses colonies doit être inversée. Le socialisme, la démocratie et le féminisme doivent être abolis. Les femmes sont obligées de se soumettre pleinement au mari arien. La reproduction ultérieure des pygmées doit être stoppée par la stérilisation forcée et les individus les plus forts peuvent être réduits en esclavage, les utilisant comme des bêtes de somme. Dans certaines pages, Adolf Lanz insiste même sur l'incinération de tous les hommes bêtes qui serviraient de sacrifice aux dieux au nom du rapprochement de la pureté raciale. De ce point de vue, les crématoires des camps de concentration que les nazis construisirent plus tard apparaissent comme des autels monstrueux. Fin de citation. Incroyable. Pourquoi ? Dedans, on voit l'antichristianisme. On voit des gens qui prônent finalement la destruction de ce qu'ils nomment des peuples inférieurs, pour que seule l'élite puisse gouverner tout le reste. Mais moi, dans ma dimension, je fais un point exactement avec ce qui se situe dans certaines traditions, entre autres talmudiques. L'histoire des supérieurs et des goïs. Je marque un point d'intérêt pour un autre juif important qui nous écrit notamment sur le pacifisme et bien d'autres choses, qui est Kalergi. Et qui montre que c'est le socialisme qui devra gouverner la suite. Et j'en déduis, avec une clairvoyance au plus haut point, que quand il était dit que l'antifascisme sera le fascisme, eh bien, c'est à quoi on arrivait. C'est-à-dire, tuer le peuple avec son consentement et interdire toute forme de rébellion et de prise de conscience, au nom d'un illuminisme. Et finalement, à l'aboutissement de ce qui se situait sur les Guidestones Georgia, les pierres des Guidestones de Georgia. Il t'est dit quoi ? Pas plus de 500 millions d'individus sur Terre. Il y a ce projet de multiplier tous les êtres possibles, avec la science actuelle, de séquencer les meilleurs des génomes, et en même temps de séquencer les pires, et de dire lui il vit, lui il crève, lui il vit, lui il crève. Un eugénisme que l'on peut voir maintenant sous forme industrielle. Et en plus, dans l'idée, comme lui il l'écrivait là, d'un sacrifice aux dieux. De brûler des gens. C'est condamnable. Moi je l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour prôner quelconque crime, quelconque tuerie de masse, jamais. Au grand jamais.
isoler les éléments cancérogènes est différent de vouloir détruire des humains parce qu'on n'est pas en accord ou parce qu'ils font des crimes ou encore ils créent du trouble dans notre peuple résultat. Donc ça ne sera jamais mon propos. C'est pour ça que je vous expose ce qui est à condamner, comme je viendrai à vous présenter ce que je souhaite, ce que je désire. Comme les nazis, Lanz n'avait pas l'intention de se limiter au territoire allemand. Il a défini la période de sa révolution conservatrice occulte comme l'ère de la renaissance de l'ancienne tradition. Je cite. Mais cela ne devrait continuer que jusqu'à ce qu'un nouvel électron, un nouveau Graal, une nouvelle race de prêtres apparaissent. Fin de citation. Je vous dis, tout est dans l'ordre des Templiers. La quête du Graal, la continuité avec les Rosicruciens, l'alchimisme et jusqu'à la maçonnerie et tout. Et vous savez d'ailleurs, certains vont dire oui, mais les nazis, ils ont combattu la franc-maçonnerie, ils voulaient interdire les sectes privées. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au sein des maçonneries, mais ça je vais vous l'expliquer plus tard, il y a eu l'ancienne maçonnerie qui était camouflée. C'est-à-dire on ne savait pas vraiment quel rite était là, la correspondance, pourquoi par exemple 3 colonnes, le damier, bref, plein de choses. Le profane n'y comprenait rien de tout ça. Et arrivé après la constitution d'Anderson, qui a rendu l'exotérique et en même temps a mis un premier pas au profane dans l'ésotérique. Et là, il y a eu comment ils appellent ça ? Je crois que c'est la maçonnerie moderne. Et ça a commencé à s'embrouiller avec celle qui était ancienne, beaucoup plus dissimulée. Et je me dis peut-être qu'au vu de tout ce remue-ménage, il y a eu la décision de faire combattre publiquement les sectes pour éviter qu'il y ait l'attention du public dessus et qu'en revanche, elles redeviennent comme l'ancien. C'est-à-dire qu'elles reviennent à leur origine quelque part, non accessible de tous. Je le pense fermement. Suite de la lecture, il nous reste à peu près 10 diapositives, c'est déjà pas mal, on sera peut-être à un quart du livre. Fin 1905, Adolf Lanz commença à publier le magazine raciste Ostara, du nom de l'ancienne déesse allemande du printemps. Dans son premier article d'introduction, il informait ses lecteurs qu'Ostara était la première et la seule revue raciale économique, qui utiliserait, je cite, des données anthropologiques pour écraser scientifiquement la rébellion des races inférieures et défendre la noblesse de la race européenne. Lanz a personnellement publié 71 numéros du magazine. Les thèmes principaux étaient la somatologie raciale, l'antiféminisme, l'antiparlementarisme, les différences spirituelles entre les races noires et blanches, dans les domaines du comportement sexuel, de l'art, de la philosophie, du commerce, de la politique et de la guerre. Le magazine considérait la Première Guerre mondiale comme une phase eschatologique de la lutte mondiale entre blancs et noirs. Pendant les années de guerre, le magazine est resté fidèle à ses intentions déclarées et a surveillé attentivement les conséquences socio-culturelles et économiques négatives de l'émancipation des races inférieures dans toutes les sphères de la vie publique. L'analyse était accompagnée de matériel empirique, obtenu auprès de correspondants indépendants. Le sujet parle de lui-même. Parmi les 63 numéros d'Ostara survivants, 7 concernent la classification des types raciaux, 18 sont consacrés au genre, aux femmes, à la prostitution, 29 sont consacrés aux différences spirituelles et physiques entre les blancs et les noirs, et 9 sont consacrés aux questions religieuses et occultes. Adolf Lanz s'est d'abord intéressé aux Templiers, en lisant des légendes médiévales sur les chevaliers de la table ronde. Il a conclu que ces légendes étaient directement liées aux Templiers historiques. L'image héroïque des Templiers combinait les idées de foi et d'estime de soi, et s'y répandue dans les cercles néo-romantiques avec les idées contemporaines sur le salut racial et le pan-germanisme. La condamnation et la persécution des Templiers en 1312 avaient également une signification particulière dans le cadre de cette vision du monde. L'éradication impitoyable de l'ordre noble signifiait le triomphe des minorités nationales qui cherchaient depuis longtemps à éliminer les principaux défenseurs du culte eugénique. La domination des puissances inférieures dans toute l'Europe au cours des siècles suivants a détruit la civilisation ario-chrétienne et a amené le monde moderne au bord de la crise. Cependant, Adolf Lanz ne s'est pas limité aux images nostalgiques d'un passé glorieux, décidant de recréer l'ordre disparu dans le monde dont le but serait une nouvelle croisade. En 1907, avec l'aide d'amis viennois, il acquiert le château de Werferstein, qui devient le siège de l'ordre. Le château était une ruine médiévale située au bord d'une falaise au-dessus du Danube, dans le village autrichien de Struden. Dans le numéro de décembre d'Ostara, Lanz a publié le programme de l'ordre des nouveaux Templiers.
le qualifiant de société aryenne d'entraide, conçue pour favoriser la conscience raciale à travers des recherches généalogiques et héraldiques, des tournois de beauté et pour promouvoir la création d'ordres nationaux, de colonies utopiques dans les régions sous-développées du monde. Lens a célébré Noël 1907 en hissant un drapeau avec une croix gammée rouge au-dessus du château. Les premiers événements de l'ordre furent des festivals organisés à Weferstan. Les jours de printemps, plusieurs centaines d'invités arrivaient par bateau depuis Vienne, accueillis par des volées de petits canons. Après le petit déjeuner, les invités ont pu écouter un concert dans la cour du château. Le soir, la célébration s'est terminée par un feu d'artifice et des chants choraux. Malheureusement, les festivals ont été largement couverts par la presse nationale, contribuant ainsi à diffuser l'idéologie d'Adolf Lenz auprès d'un public plus large. En 1915 et 1916, Lenz publia un bréviaire en 2 parties des Nouveaux Templiers contenant des psaumes et des hymnes ario-chrétiens écrits par lui-même et ses amis les plus proches. Ces écrits étaient basés sur des textes chrétiens traditionnels, mais leur sens a été modifié de manière nationaliste. Les appels persans pour le salut de la race et l'extermination des races inférieures, adressés à Christus Freya, le nom gothique de Jésus, reflètent une doctrine qui nous est déjà familière. Les activités rituelles de l'ordre se sont déroulées avant et après la Première Guerre mondiale, mais il est difficile de dire combien de personnes ont participé aux structures ésotériques créées par Adolf Lenz. Cependant, la popularité du magazine Ostara prouve que l'ordre des Nouveaux Templiers était bien connu de nombreux Autrichiens, notamment des habitants de Vienne. Les anciens locaux se souviennent qu'à cette époque, le magazine était largement vendu dans tous les tabacs et kiosques à journaux. Lenz lui-même affirme qu'en 1907, le tirage atteignait 100 000 exemplaires. On peut en conclure que ces idées nationalistes étaient partagées par les intellectuels viennois, même si très peu d'entre eux étaient impliqués dans les activités des Nouveaux Templiers. L'existence d'un ancien monde oublié et porteur de connaissances secrètes, doté de capacités surnaturelles, a été inventée par Edward Bulwer-Lytton, que l'on a vu tout à l'heure. La grande race des Aryens venus de l'Est a été inventée par Friedrich Schlegel. La confrontation mondiale entre Aryens et Juifs a été inventée par Christian Lassen. L'origine nordique des Aryens et leur lien avec les Allemands ont été inventés par Karl Penka. Les idées de changement et de lutte des races et les liens entre les civilisations anciennes et les détenteurs de connaissances secrètes parmi les Aryens cachés dans l'Himalaya ont été savamment compilés par Helena Blavatsky, fournissant à son extravagante vinaigrette paléo-fantastique des preuves sous la forme de sacrés douteux. De textes, sous la forme de textes peut-être sacrément douteux. Guido von List a suivi une voie similaire, barrant l'histoire connue de l'Europe chrétienne et en proposant sa version ario-germanique. Les idées de l'ariosophiste ont été reprises par Adolf Lenz, qui a commencé à faire revivre l'ancienne tradition dans la pratique sous le signe de la croix gammée. Et à l'avenir, Hitler est resté un amateur de livres. On nous dit que la bibliothèque du Congrès abrite donc sa bibliothèque personnelle qui contient 2000 livres et autres documents provenant de la chancellerie du Reich à Berlin, de Berghof et de Bergen, près de Berchtesgaden. Je prononce mal l'allemand, vous m'excuserez, je ne suis pas germain. Il existe de nombreux ouvrages à contenu pseudo-religieux et raciste et des livres sur l'esprit nordique. Je précise quand même, en descendant, on va dire, de Celtes, de Gaulois, je respecte à merveille mes amis, mes frères, mes cousins, si je puis dire, germains. Hitler a lu les traductions de Sophocle, d'Homère, d'Aristophane, d'Horace et d'Ovide. Il aimait particulièrement les vieux contes allemands et mémorisait 25 000 vers de Parsifal. Son vif intérêt, à en juger par les notes en marge, a été suscité par Luther, Savonarola, Zwingli, Calvin, Confucius et Bouddha. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme, Hitler n'a pas reçu d'éducation systématique. Et ce qui va suivre, je l'ai retrouvé dans un autre livre, mais cette fois-ci français, que j'ai emprunté à la bibliothèque, qui était sur les inventions militaires, il me semble. Il faudrait que je retrouve ça. Avec, vous voyez, les premières fusées, je crois, V1. Et en fait, il y a un moment, il est questionné, je ne sais plus, il trouve un carburant ou un truc comme ça pour tout ce qui sera de l'ordre des missiles et des fusées, surtout, il me semble. Et Hitler, il connaît rien, en fait.
Il va faire sa généralité comme si il savait maîtriser. Des fois, il avait le pif, il avait la chance, mais la plupart du temps, il maîtrisait pas les sujets. Et bien là, c'est la même chose. Son entourage rappelait qu'Hitler parlait beaucoup et volontiers, sautant souvent d'un sujet à l'autre, se faisant passer pour un expert de toutes les sciences et de tous les arts, mais cela le révélait précisément comme un amateur qui ne comprenait vraiment aucun problème. Ce sera tout pour le premier livre. Il y a juste un petit extrait là de Jean-Paul Picapert vers le 4e Reich, écologiste et gauchiste contre la démocratie en Allemagne fédérale. Il a dit ceci: Mao Tse-tung a commencé avec 5 personnes la conquête de la Chine. Hitler avec 7 nationaux socialistes, celle de l'Allemagne. Castro parti en campagne avec une poignée de Barbudos. Le mouvement dont parle ce livre attire des dizaines de milliers de jeunes intellectuels en majorité. Est-ce qu'on aura un 4e Reich qui sera une tyrannie, quelque chose de destructeur pour les peuples européens, porté par les socialistes traîtres, les gauchistes écologistes, et donc peut-être même islamisant des territoires qui étaient chrétiens? Ou arriverons-nous à un 4e Reich redonnant la puissance à la chrétienté? Moi je pense que le soleil va se lever depuis l'ouest, si vous voyez la référence à laquelle je vous fais part, et que le renouveau d'un royaume christique sera bien là. Et que certains qui me prêtent des intentions comme quoi je joue des coudes pour m'attabler et faire l'argent, je tiens à vous dire que un homme qui s'engage dans une propagande, dans un combat, dans des écrits, dans des développements, uniquement pour le pognon, retourne sa veste. Il n'est pas dangereux. Je vous dis juste une chose, moi je ne suis pas de ces personnes, je suis plutôt un convaincu. Et je peux aller jusqu'au bout. Pour certains, ça peut paraître suicidaire, pour d'autres, ça peut paraître farfelu, ésotérique, ce que vous voulez, mais je suis de ces hommes-là, que l'on n'achète pas avec l'argent, et qui va jusqu'au bout de ses idées. Petit message qui est passé à certains. Si vous ne me retrouvez pas sur YouTube, il y a des contenus sur Odyssée, vous mettez Phenotix-Evolution comme c'est écrit à l'écran, Phenotix-du-milieu, Évolution comme ça se prononce, et vous me retrouverez avec Vérité à venir ou Vénérable apprenti. Et à partir de là, vous aurez des contenus inédits, vous pouvez aussi récupérer le livre que je propose, qui est un recueil où j'ai ajouté de ma plume. Et dedans, il y a des centaines d'articles de journaux, il y a du Wikipédia, il y a aussi des magazines, et on retrouve plus de 50 ouvrages qui sont inspirés, desquels j'ai pu tirer des infos. Plus des passages de livres russes, comme c'est le cas aujourd'hui, que vous n'avez pas de traduit en français. Voilà, c'est vraiment une mine d'informations. Vous aurez des choses sur Iggy Farben et tout. La grosse partie où il y a du wiki, c'est ni plus ni moins que sur Monsanto, Bayer, Syngenta. En fait, c'est pour le récapitulatif. Ouais, j'allais pas m'emmerder à prendre des ouvrages spécifiques sur ça. Autant vous copier ce qui existe depuis Wikipédia. Et une petite partie aussi pour le transhumanisme, que voilà, c'est un chapitre que je ne pouvais pas étendre par ma pensée, déjà assez alimenté, on va dire, dans les précédentes choses, quand on parle de cognitivisme, de propagande, ce genre de choses, donc pas besoin d'étaler une science personnelle. À présent, je me lance dans la quête de l'écriture d'un livre sur la chrétienté, sur les religions, sur les civilisations, et sur l'eschatologie de la fin des temps. Comment on va redonner vie à un Reich. D'accord ? Donc ça verra certainement le jour en fin d'année, parce que là il me faut des heures et des heures de recherche, voir comment je vais structurer ça, et surtout comment je vais l'écrire. Mais il y a des choses qui arrivent, et ça va être très puissant. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir. En chrétien, on sait très bien que l'on détient la vérité, qu'on est possesseur d'une morale et d'une haute civilisation, donc on doit appliquer tout ce qui nous a été enseigné et rendre fiers nos ascendants. Alléluia, on a déjà vaincu, la victoire nous est assurée. À très bientôt.